Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des deux principaux événements de ces derniers jours. Tout d'abord, le décrochage de l'économie française. Et oui, malheureusement, les derniers chiffres des directeurs d'achat viennent de sortir et c'est confirmé pour le 4e mois consécutif. La France, tenez-vous bien, est la lanterne rouge de l'économie mondiale, l'un des rares pays à rester dans la récession. Même l'Allemagne est en train de s'en sortir. C'est pour vous dire l'ampleur des dégâts, on verra ça dans le détail. Alors, c'est vrai que ce matin, le taux de chômage, selon l'INSEE, est sorti pour le 4e trimestre 2024. Et là, aux surprises, une petite baisse, 7,3% pour le taux de chômage de catégorie A, alors que Eurostat a annoncé une augmentation du taux de chômage, toujours de catégorie A, de 7,8%, toujours pour la France. Donc il y a un petit problème, mais même l'INSEE ne peut pas complètement couvrir la réalité puisque quand on regarde le taux de chômage, toutes catégories confondues, il a augmenté à 16,6%. On verra ça dans le détail tout à l'heure. Situation dramatique, d'ailleurs l'emploi est en train de reculer, ça aussi on le verra, donc beaucoup de chiffres malheureusement décevants pour nous. On a également eu, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur la dépense publique, le détail de la dépense publique, on l'a pour le 3e trimestre 2024 et c'est malheureusement encore une fois dramatique. On voit le dérapage complet des dépenses publiques et notamment des dépenses de fonctionnement. C'est là où évidemment il faudra faire quelque chose pour essayer de moderniser la sphère publique française. Tous les pays au monde l'ont fait, sauf la France malheureusement, donc ça commence à faire évidemment tache d'huile et surtout ça commence à devenir très dangereux pour nous en termes de crédibilité, même si elle n'est déjà pas énorme, mais ça ne va pas arranger la situation. Alors autre question, d'ailleurs ça sera la question de la semaine, l'or, et oui, l'or qui a atteint de nouveaux sommets historiques. Ici même, je n'ai pas arrêté de vous le dire justement, d'en acheter un petit peu d'or justement pour profiter de cette augmentation. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est durable? C'est vrai que dans le même temps, on a les marchés boursiers qui se comportent bien, donc on se dit pourquoi l'or continue d'augmenter alors que finalement les marchés boursiers vont bien, que la croissance mondiale se maintient. Alors il y a peut-être anguille sous roche, il y a peut-être une crise ici ou là, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, on répondra à cette question. Est-ce que l'or va continuer d'augmenter dans les prochains mois? Et bien sûr, comme d'habitude, on terminera par une bonne nouvelle relative, hein, elle ne s'applique pas exclusivement à l'économie française, mais bon, néanmoins, il faut faire avec ce qu'on a, j'ai envie de dire. On commence tout de suite donc, avec l'économie française. Les chiffres viennent de sortir donc, ce matin sur le taux de chômage donc, de la France. Et c'est vrai qu'on a eu une sorte d'anomalie puisque on avait, vous voyez, j'en bafouille tellement c'est énorme, taux de chômage qui baisse à 7,3% en France. On était à 7,4% au 3e trimestre. Au 4e trimestre de catégorie A, il tombe à 7,3%. Mais regardez bien, par contre, si on regarde le taux de chômage avec ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas considérées comme chômeurs, mais qui sont quand même à la recherche d'emploi, va-t-on dire, eh bien on est à 12,8% de taux de chômage, ce qui fait que si on regarde tous les chômeurs, y compris ceux qui ont travaillé un tout petit peu, mais qu'on ne compte pas non plus dans les statistiques, on est, voyez, ça a augmenté à 16,6% de taux de chômage. Voilà la réalité du chômage français aujourd'hui. Et alors, même si on regarde justement, pour vous montrer l'ampleur de l'anomalie de l'INSEE, là vous avez donc l'évolution comparée du taux de chômage entre donc Eurostat et INSEE, d'accord? Donc normalement, vous voyez, c'est quasiment la même courbe, donc c'est le taux de chômage de catégorie A. Eurostat, c'est en données mensuelles. L'INSEE en données trimestrielles. Et que voit-on? Là, c'est quand même assez incroyable. Et ça fait 2 trimestres que ça dure. Le taux de chômage, selon Eurostat, est en train d'augmenter et selon l'INSEE, est en train de baisser. Donc il y a bien un taux de chômage qui ne colle pas à la réalité. On se doute plus ou moins duquel, entre guillemets, mais c'est vrai que ça fait quand même désordre. Un taux de chômage à 7,8% selon Eurostat, qui est encore une fois une donnée harmonisée. Donc tous les pays de la zone euro affichent normalement le même taux de chômage. Donc je pense qu'on doit plutôt prendre celui-ci. Et donc le taux de chômage augmente à 7,8%. Et d'ailleurs, autre chiffre qui est sorti il y a quelques jours, même selon l'INSEE, on a eu la variation de l'emploi. Là, sur l'emploi, c'est plus compliqué de sortir des statistiques les chômeurs, comme on peut le faire sur le taux de chômage. Là, pour l'emploi, bon, ce sont des créations d'emplois. En plus, dans le secteur privé, eh bien, regardez bien, là, par contre, c'est très triste. Là, c'est selon l'INSEE, hein, bien entendu, on a une baisse de l'emploi salarié au 4e trimestre de 0,24%. Et regardez bien, à part la période de coronavirus, c'est du jamais vu depuis le 2e trimestre 2013. Eh oui, c'est pour vous dire qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui en France. L'emploi est en train de reculer. Il avait déjà reculé il y a quelques trimestres après un petit rebond, mais là, ça repart très nettement à la baisse. Et regardez bien, le même graphique, mais sur longue période. Vous allez être surpris, puisque en fait, les seules fois où cette baisse de l'emploi a été observée dans l'histoire récente de la France, c'était
ici donc en 2008-2009, la récession de 2008-2009 et parallèlement la récession de 91-92 jusqu'à 93. On avait eu effectivement cette baisse de l'emploi. Donc à part ces deux périodes, et bien sûr le coronavirus, mais là ça ne compte pas, c'est un petit peu particulier, on était tous enfermés entre guillemets, et donc on voit bien que, c'était pas entre guillemets, c'était même vrai, donc on a bien cette situation, vous voyez, donc les créations d'emplois, donc l'emploi salarié dans le secteur privé, le seul qui compte vraiment, entre guillemets, eh bien est en train de s'effondrer, et donc ça c'est dangereux, ça veut dire qu'on n'a jamais vu ça depuis, excepté en phase de récession, va-t-on dire. Donc ça montre l'ampleur des dégâts, et donc là aussi, on ne peut pas s'enorgueillir de la petite baisse du taux de chômage de catégorie A. On voit bien que le taux de chômage va évidemment continuer d'augmenter au cours des prochains mois. Alors, dans le même temps, on a eu donc la confirmation de l'enquête des directeurs d'achat sur le mois de janvier et on a même aggravé la facture, j'ai envie de dire même la fracture, puisque regardez bien, donc là c'est le PIB, hein, la croissance donc, du PIB en glissement annuel, on est tombé à 0,7%, on en parlait la semaine dernière. L'indicateur avancé, donc indicateur des directeurs d'achat, donc tout secteur confondu, ce qu'on appelle l'indicateur composite. Et regardez bien, donc, il a été révisé à la baisse et donc nous sommes bien sous la barre des 50, donc en zone de récession, et ce depuis 20 mois. Ça fait 20 mois que ça dure, à part en avril et août 2024, là c'était l'effet notamment JO, mais on voit bien que voilà, ça fait 20 mois que normalement le PIB aurait dû baisser. Là, il est artificiellement été maintenu, on ne sait pas trop comment, mais là, évidemment, ça va être compliqué, ce qui veut dire qu'après avoir baissé au quatrième trimestre 2024, on aura également une baisse du PIB au premier trimestre 2025. Donc 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, c'est bien la définition technique exacte de la récession. Donc la France est bien en récession. Alors le plus triste, c'est que malheureusement la France est encore une fois la lanterne rouge de la croissance mondiale selon donc, les indicateurs des directeurs d'achat pour le 4e mois consécutif. Regardez bien, là donc c'est tous les principaux pays qui affichent les indicateurs composites des directeurs d'achat. Vous voyez, donc c'est facile à comprendre, parce qu'en fait, comme on a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en dessous c'est le recul de l'activité. Et donc comme tout le monde est logé à la même enseigne, on peut comparer. Et malheureusement, voilà, la France est bien dernière. Il y a juste le Brésil devant. Le Canada, qui va toujours mal, entre guillemets, on verra ça tout à l'heure. L'Italie également, qui est à la frontière, 49,7. Voilà, la zone euro repasse juste au-dessus, vous voyez, à 50,2. L'Allemagne, 50,5. Vous voyez que même l'Allemagne est en train de s'en sortir. Donc c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire qu'il y a un phénomène qui est en train de se produire en France, où la situation est en train de s'aggraver. On ne veut pas le dire, évidemment. Non. L'omerta classique, il faut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, là encore une fois, c'est-à-dire que même la prévision de 0,9% du gouvernement pour 2025, en termes de croissance, même la mienne en termes de 0,5% de croissance cette année, je suis optimiste. On pourrait faire moins que 0,5% de croissance en moyenne sur l'année. Après, on verra le détail. Donc, au Royaume-Uni, légèrement au-dessus des 50, Australie, Japon. Voilà, on voit le détail des pays. On va rentrer ensuite dans le détail pour voir justement pourquoi l'or également est en train d'augmenter. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? On voit notamment que les États-Unis ont ralenti. Ça reste sur une croissance forte, 52,7, et puis surtout la Chine, seulement 51,1, donc la Chine n'arrive toujours pas à retrouver le chemin de la croissance forte. Alors, je voulais également vous montrer combien de fois la France a été dernière en termes des directeurs d'achat depuis un an, depuis janvier 2024. Eh bien attention, vous êtes prêts? Eh bien la France a été 6 fois dernière, 6 fois lanterne rouge. Pendant 6 mois, encore une fois, la France a été lanterne rouge de l'économie mondiale. Voilà donc les mois en tant que tels, janvier, mai, octobre, novembre, décembre, janvier 2025. Là, c'était janvier 2024, évidemment. Donc voilà, ça fait maintenant 4 mois que ça dure, mais au total, ça fait 6 mois. Alors, on est en fait ex-aequo avec nos amis canadiens, que je salue. Ils sont très nombreux à nous regarder. Merci de votre fidélité. Eux aussi ont été 6 fois donc, en zone de récession et surtout dernier du classement. Mars, avril, juin, juillet, août et septembre. Vous voyez que ça a duré assez longtemps. Puis après, ça s'est un petit peu calmé. Il y a également la démission de Trudeau. Alors peut-être que c'est ce qu'il faut faire pour qu'on puisse redémarrer, parce que maintenant, le Canada n'est plus du tout, justement, lanterne rouge de l'économie mondiale. On l'a vu, il va toujours mal, bien entendu. Ça va mettre du temps à redémarrer. Mais néanmoins, il commence à légèrement se redresser. Et on a eu une seule fois, donc l'Allemagne, en février 2024, qui a donc été la lanterne rouge de l'économie mondiale. Pourtant, l'Allemagne va très mal. On voit les chiffres du PIB. Là, le PIB baisse très fortement donc en Allemagne. Ça pourrait, comme on vient de le voir, redémarrer néanmoins au cours des prochains mois. L'Allemagne pourrait créer la surprise. Alors on verra évidemment sur l'aspect politique, parce qu'il y a des élections législatives en Allemagne, qui va l'emporter, quelle coalition sera là, etc. Donc là aussi, ça peut générer pas mal de cafouillage, comme nous le vivons évidemment en France. Mais néanmoins, on voit bien que depuis, encore une fois, janvier 2024, eh bien, sur 13 mois, donc, la France a été 6 fois lanterne rouge de l'économie mondiale. Et on veut nous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Encore une fois, ce n'est pas sérieux. Alors,
Si d'ailleurs on regarde l'historique, parce que malgré je dirais ce classement, en fait on aurait pu avoir beaucoup mieux, puisqu'on a eu une augmentation de la dette publique, une augmentation des dépenses publiques, qui normalement aurait dû nous permettre d'éviter justement cette récession. Eh bien non, pas du tout. Donc on voit ce graphique que je fais régulièrement, qui est évidemment dramatique. Vous voyez, depuis quatrième trimestre 2019 au troisième trimestre 2024, on n'a pas encore les chiffres du quatrième trimestre, on les aura bientôt, eh bien la dette publique française a augmenté de 915 milliards d'euros, alors que pendant la même période, le PIB en valeur, donc ça veut dire augmenter de l'inflation, a augmenté de 469 milliards d'euros. Il manque quasiment 446 milliards d'euros entre les deux. Donc c'est ça qui ne colle plus. Ce n'est évidemment pas sérieux et ça commence à devenir extrêmement dangereux. Si on regarde l'évolution de la dépense publique maintenant, donc sur longue période, voilà, de 1980 à 2024, donc on voit que cette augmentation, 680% d'augmentation de la dépense publique, alors que sur la même période, le PIB en valeur a augmenté de 550%. Oui, vous ne rêvez pas, il manque 130 points. C'est incroyable, parce que, encore une fois, ça dénature complètement la théorie keynésienne de relance. Parce que dit la théorie keynésienne de relance? Quand ça va mal, on fait du déficit public, donc là, il n'y a pas de problème. Sauf que quand ça va mieux, à ce moment-là, on réduit le déficit. Ce qui veut dire que de temps en temps, il y a plus de croissance que d'augmentation des dépenses publiques. Mais nous, malheureusement, ce n'est pas du tout le cas, vous voyez, depuis 1980, et ça ne cesse de s'aggraver, malheureusement. Donc ça veut bien dire qu'il faut changer de logiciel. Cette augmentation effrénée des dépenses publiques ne fonctionne plus. Alors, ce qui est encore plus grave, c'est que ces dernières années, ce qui augmente le plus dans les dépenses publiques, ce sont les dépenses de fonctionnement. Alors voilà, j'ai eu beaucoup de questions justement sur ce thème. D'où viennent ces dépenses publiques? Donc là, je vous ai mis les chiffres exacts de l'INSEE. Vous avez tout le détail. Vous pouvez faire un petit, évidemment, arrêt sur image pour bien prendre les chiffres que vous souhaitez. Voilà. Donc, premier poste, évidemment, sont les prestations sociales. Voilà. Donc là, on est à 553,1 milliards d'euros, 33,3% du total, augmentation de 6,8%, donc vous voyez, depuis début 2021. Le deuxième poste, alors c'est lié, ce sont les transferts sociaux, en fait, donc là c'est seulement 11% du total, mais comme on fait la somme des deux généralement, transferts sociaux en nature, par exemple les remboursements de médicaments pour faire simple, là on est donc à 736,1 milliards d'euros, donc c'est 44,3% du total, ça plus ça, comme vous avez compris, donc une augmentation de 10,1%. Alors là, le plus intéressant, c'est le poste suivant. Donc là, encore une fois, on a compris les trois premières lignes, en fait, c'est la même ligne, c'est-à-dire prestations et transferts sociaux, voilà, au global. Donc ensuite, numéro 2, dépenses de fonctionnement. Regardez le chiffre, 537,2 milliards d'euros, c'est-à-dire 32,3% du total. Je rappelle que les dépenses publiques totales ont atteint au troisième trimestre, vous voyez, 1661,4 milliards d'euros. On va bientôt dépasser les 1700 milliards d'euros. Et ça va encore augmenter en 2025. Ça, on en parlera tout à l'heure, mais néanmoins, ça montre bien que c'est dramatique. Mais regardez bien, l'augmentation juste des dépenses de fonctionnement, quasiment 92 milliards d'euros depuis 2021, c'est-à-dire 20,6% d'augmentation. C'est-à-dire que si vous prenez les prestations et les transferts sociaux, donc ça a augmenté de 10,1%, alors que les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 20,6%. C'est ça qui ne fonctionne plus. On ne peut plus continuer comme ça, sachant que là, encore une fois, non seulement on ne dégraisse pas le mammouth, mais au contraire, on l'engraisse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on augmente toutes ces dépenses de fonctionnement. Donc c'est évident qu'il nous faudra un jour ou l'autre un dodge, comme on a créé aux États-Unis, c'est-à-dire réduire ces dépenses de fonctionnement. Je rappelle que chez nous, les dépenses publiques au total, c'est plus de 57% du PIB, contre 37% aux États-Unis. Et pourtant, ils veulent réduire encore ce poids, ce qui, à l'arrière, c'est peut-être trop loin. Alors que nous, 57%, et nous, on continue de l'augmenter, puisque selon les chiffres du budget 2025, les dépenses publiques vont encore augmenter d'au moins 41 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu, ça augmente encore, il n'y a pas de cure d'austérité comme certains veulent le faire croire, les dépenses publiques continuent d'augmenter. Ça augmente a priori moins que ce qui était prévu, mais ça continue d'augmenter, c'est là le drame. Et on comprend maintenant pourquoi, effectivement, la croissance ne redémarre pas, parce que ce n'est pas, effectivement, de la croissance saine, ces dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas ça qui peut générer une dynamique d'investissement. Alors, si on regarde, parce que souvent on parle des subventions aux entreprises, bon, c'est 61 milliards d'euros, bon, c'est pas rien, mais vu que ça a baissé de 8,8 milliards depuis 2021, donc moins de 12,5%, voilà. Donc au total, dépenses publiques depuis 2021, plus 16,2%. C'est-à-dire que, vous voyez, les dépenses de fonctionnement augmentent 4 points de plus que les dépenses totales. C'est ça qui n'est pas sérieux. Il faut changer encore une fois complètement ce logiciel parce que sinon évidemment, on le voit, on veut encore augmenter les impôts et
qu'est-ce que cela va produire? Ce n'est pas compliqué, ça commence déjà. On va voir ce qu'on appelle un exode, évidemment, notamment de nos jeunes, diplômés, ceux qui peuvent justement créer des startups, par exemple par de l'IA notamment, c'est un petit peu la tarte à la crème, mais néanmoins, voilà, nos ingénieurs qui vont s'expatrier aux États-Unis, etc. C'est ça qui est très dangereux. C'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 200 000 Français qui quittent la France tous les ans, et ceci montre que malheureusement, eh bien, ces personnes-là quittent la France parce que justement ils n'ont plus confiance dans l'avenir de la France, pour eux, pour leurs enfants, parce qu'également il y a trop de pression fiscale, et c'est ça qui est particulièrement dramatique. Et donc, liaison de cause à effet, inévitablement, s'il y a moins d'activité économique, et notamment dans l'industrie, il y a un mouvement de désindustrialisation. Voilà, donc on a compris, trop de dépenses publiques, ça veut dire trop d'impositions, et donc ensuite, exode de nos entreprises et de nos diplômés, de nos jeunes notamment, et pas seulement que des jeunes évidemment. Donc voilà, ça c'est l'indicateur des directeurs d'achat, on y revient dans l'industrie. Vous voyez bien, 31 mois depuis juillet 2022 en récession, en zone de récession, 31 mois. Vous voyez bien, c'est la courbe rouge ici, c'est le PIB global, mais on se rend bien compte que malheureusement, voilà, il n'y a pas un mouvement de réindustrialisation, c'était de la tarte à la crème, c'était du marketing uniquement, ce n'était pas réel. Alors, le drame, c'est que toujours sur le mois de janvier, l'indicateur des directeurs d'achat dans les services est également resté sous les 50. Il a même été révisé à la baisse. C'est-à-dire que même dans les services, ça ne colle plus. Donc il n'y a pas que l'industrie qui ne va pas, même dans les services, il n'y a plus de croissance. Alors que si vous regardez le même graphique, mais par exemple, ici je vous ai mis ce qui se passe en Allemagne, regardez bien, l'industrie c'est toujours évidemment sous les 50, mais on est même à peu près au même niveau que la France, voire légèrement mieux. Mais par contre, regardez bien, dans les services, ça repasse au-dessus des 50. Malgré la crise politique, l'Allemagne va un petit peu mieux, alors que nous, malheureusement, les services, c'est toujours en zone de récession. Si je regarde au niveau de l'ensemble de la zone euro, bon, c'est pas non plus formidable, ça sera, vous voyez, une stagnation, on est pile au-dessus des 50, voilà, ça sera une stagnation économique qui s'impose dans la zone euro avec, comme vous l'avez vu la semaine dernière dans nos vidéos, justement, l'inflation qui est en train d'augmenter. Donc, c'est le retour de la stagflation, ça veut dire stagnation économique et inflation élevée dans la zone euro. Et si l'inflation reste élevée, la BCE ne pourra pas malheureusement baisser les taux d'intérêt, donc ce qui va alimenter cette stagflation. Alors si on fait un petit voyage maintenant au travers de ces indicateurs des directeurs d'achat, donc on a évidemment l'économie chinoise, là aussi ça déçoit, vous voyez dans l'industrie on retouche la barre des 50, dans les services ça repart également à la baisse, donc on a eu une croissance un peu miraculeuse, j'ai envie de dire à la française, une croissance miraculeuse au 4e trimestre, donc en Chine on ne sait pas d'où elle venait. Admettons, on comprend bien que les chiffres ne sont pas forcément très fiables, mais néanmoins, on se rend bien compte qu'on ne pourra pas éviter l'inévitable et que là aussi en Chine, on n'arrive plus à retrouver une croissance forte. Et donc c'est bien sûr dangereux pour le reste du monde, parce que si l'une des locomotives du monde est à l'arrêt, ou ralentit fortement, évidemment ça va générer un ralentissement pour l'ensemble de la planète. D'autant que même aux États-Unis, eh bien, on a aussi un ralentissement. Donc dans l'industrie, c'est vrai, c'est la courbe rouge, vous voyez, on est repassé au-dessus des 50, donc ça c'est une bonne nouvelle pour les industriels américains. Donc là on voit peut-être un petit vent d'optimisme sur les mesures qui ont été annoncées, où dans l'industrie américaine, on va relocaliser aux États-Unis pour les entreprises américaines, voire d'autres entreprises vont revenir aux États-Unis, y compris étrangères. Il y aura peut-être moins de délocalisation à l'étranger, justement pour éviter les droits de douane. Par contre, dans les services, ça ralentit. Donc il y a eu un effet Trump au début, puis là, globalement, c'est en train de ralentir. Mais néanmoins, on l'a vu tout à l'heure, on est au-dessus de la barre des 52, donc c'est toujours une croissance très appréciable, entre 2,5 et 3% donc aux États-Unis. Donc vous voyez que ça montre que le dollar va continuer de rester cher, notamment vis-à-vis de l'euro, qui lui va continuer malheureusement de baisser. Alors on termine par la locomotive numéro 1 de l'économie mondiale, à savoir l'Inde. Alors là aussi ça a un petit peu ralenti, vous voyez, mais bon, on est toujours au-dessus des 55, donc dans l'industrie et dans les services, donc on reste sur une croissance toujours très forte. Par contre, vous voyez, c'est l'inverse de chez nous. Chez nous, on a des mauvais chiffres, et puis le PIB augmente ou baisse très peu, alors que finalement en Inde, voilà, le PIB ne baisse pas, mais il ralentit. On aurait dû avoir 8% de croissance, on est plutôt autour des 5 à 6% de croissance, donc c'est un petit peu décevant. Donc il y aura un effet de rattrapage évidemment en Inde qui sera à surveiller. Donc on reste sur cette première locomotive mondiale qui va un petit peu tirer justement l'économie mondiale. Alors, on termine justement pour tous les directeurs d'achat, donc indicateur composite monde, ça veut dire l'ensemble de la planète. Et là aussi, une très petite déception, ça s'est réduit évidemment, 51,8. Et bien oui, on voit que ça ne va pas très bien en Chine, mais aux États-Unis ça ralentit. Donc 51,8, c'est pas dramatique. Donc c'est quand même un plus bas depuis janvier 2024, sauf que vous voyez, on repasse sous les 3% de croissance. Ça veut dire qu'on sera bien
3% de croissance, c'est ma prévision toujours bien sûr pour 2025, mais ça reste optimiste. Donc on pourrait avoir un petit bémol sur la croissance mondiale donc en 2025. Et donc c'est peut-être pour ça également que l'or commence à remonter. Parce que c'est vrai que c'est, je dirais, un petit peu anormal, puisque globalement il n'y a pas de risque particulier. Même point de vue géopolitique, on annonce peut-être la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et pourtant voilà, l'or continue de battre des records. Donc évidemment, on est satisfait de notre côté, ceux qui nous ont écoutés, puisque je vous ai toujours dit de justement garder cette poire pour la soif, qui maintenant est devenue presque un jerrycan, puisque probablement ça s'est apprécié. On voit bien que nous sommes ici, vous voyez, on a touché les 2907 $ l'once. On est même donc ce matin à 2910 $ l'once. Alors ça peut rebaisser un petit peu. Donc vous voyez, la barre des 3000 que j'annonçais il y a quelques mois est bien sûr en train d'être atteinte. Et donc, est-ce que ça va continuer? Alors si on regarde par rapport à l'euro, comme l'euro évidemment a baissé, alors quand même, depuis 2020, c'est une hausse de 91,2%. Vous voyez qu'en termes d'investissement, ça reste quand même pas mal, même si les marchés boursiers également ont bien performé, mais néanmoins, on se rend bien compte que cette poire pour la soif, elle fonctionne. Et même quand finalement ça ne va pas si mal que ça, même quand il y a moins d'inflation, on pourrait dire l'or pourrait baisser, il y a eu des petites phases de baisse, de correction, mais ça continue d'augmenter. Si on regarde l'or en euros, eh bien là aussi, vous voyez qu'on est donc 86% d'augmentation depuis 2020, donc on est à 2820 €. Donc là évidemment il y a un effet baisse de l'euro qui joue, et cette courbe c'est assez incroyable, c'est vraiment une flèche vers le haut. Alors ce qui est vraiment, on va dire pas normal, mais étonnant, c'est que l'or continue d'augmenter malgré l'augmentation des marchés boursiers. C'est vrai que vous êtes nombreux également à me dire, mais pourquoi les marchés boursiers continuent d'augmenter? C'est vrai que ça c'est surprenant. Voilà, ça c'est le S&P 500, donc le Standard & Poor's 500, l'indice phare de la bourse américaine, qui continue de progresser. Alors bon, il a un petit peu baissé par rapport au sommet d'il y a quelques semaines, mais néanmoins, on reste quasiment sur les sommets historiques, ce qui veut dire que là aussi, il y a ce mouvement d'optimisme qui se maintient. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cash, beaucoup de liquidité qui est toujours sur les marchés. Donc ces liquidités, évidemment, ça permet d'alimenter les marchés boursiers. On se dit sur quoi investir? Sur le long terme, les marchés boursiers, ça reste quand même performant, il y aura des dividendes. Et même si donc, les cours des actions sont élevés, parce que donc, ça veut dire trop cher par rapport aux dividendes, néanmoins on dit on en achète quand même. Même sur le Nasdaq, il y a eu l'affaire Nvidia il y a quelques semaines qui a fait un peu peur à tout le monde. On voit que ça s'est calmé finalement. Et globalement, on n'a que depuis par rapport au sommet du 16 décembre, on a une baisse de seulement 2,3% sur le Nasdaq. Donc on voit bien cette flambée qui évidemment est toujours là. On dépasse largement la bulle Internet. C'est-à-dire en termes de valorisation, en termes d'augmentation du Nasdaq. Donc ça veut dire que les valorisations sont très chères. Pour l'instant, ça ne se voit pas puisque, encore une fois, les investisseurs continuent d'investir parce qu'ils ont beaucoup de liquidités. Mais attention, si l'or continue d'augmenter, ça veut bien dire qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a un danger qu'on ne veut pas forcément voir, alors d'un point de vue boursier notamment, mais ça peut également être d'un point de vue géopolitique ou d'un point de vue économique, voire politique également, donc en France et en Europe. Donc pour conclure, est-ce que l'or est en route vers les 3000 $ l'once? Je dis oui. Donc on continue de garder, on conserve toujours ces fameux 15% de son portefeuille. Certains, je sais, en ont mis plus, donc ils me disent, voyez, on aurait dû mettre plus. D'accord, mais si demain tout va bien dans le meilleur des mondes, l'or pourrait baisser légèrement, donc il ne faut pas prendre trop de risques néanmoins. Alors on peut également en avoir de l'or physique, je pense que c'est également important si on le peut, parce que là évidemment ça rassure également. Donc alors pourquoi ça peut continuer de monter? D'abord donc les risques géopolitiques restent nombreux, malheureusement ils seront encore nombreux dans les prochains mois, mais surtout d'un point de vue économique, j'ai envie de dire attention, il y a un ralentissement mondial. On le voit aujourd'hui, qui pourrait aller plus loin que prévu, notamment en Chine. Et si l'Inde flanche, là aussi ça pourrait générer un ralentissement encore plus fort. Ensuite, l'inflation est déjà en train de repartir à la hausse, notamment aux États-Unis. Ce qui veut dire que là aussi, prudence, et même dans la zone euro, on a vu tout à l'heure, ça repart à la hausse, donc l'or jouera son fameux rôle de valeur refuge. Troisième danger sont les marchés boursiers qui sont quand même survalorisés. Il pourrait avoir une petite correction, voire une grosse correction au premier semestre 2025. Ça ira mieux au second semestre, mais néanmoins prudence. Et donc là, l'or aussi, valeur refuge, le fameux flight to quality, donc le vol ou l'afflux vers la qualité, donc en l'occurrence l'or. Et puis surtout, moi je pense que le vrai danger, ce sont les crises politiques qui sévissent en France et donc en Allemagne. Pour l'instant, on dit non, tout est sous contrôle, voilà, le budget est passé en France, tout va bien dans le meilleur du monde, mais comme vous le savez, le budget est caduc, puisqu'il tape sur une croissance trop forte, et puis globalement, on aura un déficit public qui sera au moins de 6% du PIB donc cette année, donc là aussi une sanction certainement des agences de notation, donc une dégradation de la note de la France à simple A, avec derrière une augmentation des taux d'intérêt, donc ça peut faire mal, surtout si l'Allemagne, elle aussi, entre dans une crise politique, là aussi, à surveiller. Et donc si les deux locomotives, entre guillemets, les deux plus
principales économies de la zone euro entrent dans une crise politique, à ce moment-là, on pourrait avoir de nouveau une crise existentielle de la zone euro, et c'est là où l'or jouera encore une fois son rôle de valeur refuge. Donc on conserve l'or, comme je l'ai dit déjà il y a plusieurs années, et ceux qui l'ont fait, évidemment, bravo à vous. Voilà. Et pour terminer la bonne nouvelle, elle est un peu liée, puisque voilà, c'est pour parler un peu de la France sur le CAC 40, voilà, qui est repassé au-dessus des 8000 points. Alors là, au moment où je parle, il repasse un petit peu en dessous, mais globalement, voilà, il est repassé sous les 8000 points depuis quelques jours. Et donc finalement, ça rassure. Voilà, il a augmenté quand même, il avait baissé de 13% entre le 15 mai et le 27 novembre. Et après, il a repris 12,1%. Vous voyez que c'est bon. Alors pourquoi? Bon, alors surtout parce que, je dirais, les marchés boursiers européens, notamment français, avaient sous-performé les autres. Donc les investisseurs se disent, bon, tout est cher, donc où est-ce que c'est encore moins cher qu'ailleurs? Bah tiens, la France, c'est vrai, finalement le budget est passé, allez, on va globalement y aller, mais vous enlevez ça, il ne reste pas grand-chose. Hein. Alors bien sûr, il y a le secteur du luxe, mais si la Chine ralentit très fortement, ça peut également faire mal. Donc prudence sur le CAC 40, on aura là aussi, je pense, un effet de balancier, donc une correction sur l'ensemble du premier semestre. Donc nous devons rester prudents. Et puis surtout, le vrai enjeu, c'est quoi? C'est qu'au-delà du CAC 40, c'est important, bien sûr, hein, mais surtout, ce sont nos entreprises, et malheureusement, qui atteignent, qui souffrent, hein, et avec des records historiques donc, de défaillance d'entreprises. Donc ça montre bien qu'il y a cette déconnexion entre les marchés boursiers qui vont bien, puis une réalité économique qui est quand même beaucoup moins euphorique. Alors même si 80% des profits des entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger, donc ne dépendent pas de la France, tout de même, il y a un effet de correction qui va s'observer, puisqu'on a également un ralentissement mondial. C'est ça le drame, c'est que déjà quand tout allait bien au niveau mondial, la croissance française était très faible, mais maintenant elle devient, entre guillemets, on est au bord de la récession. Donc si demain la croissance mondiale ralentit, bah, évidemment ça ira encore plus mal pour la France. Donc voilà. C'est compliqué et malheureusement, les dirigeants ne prennent pas les bonnes mesures, donc ça va continuer comme ça jusqu'à ce que nous nous réveillons, peut-être un jour, et que nous prenions enfin les bonnes mesures, notamment en termes de réduction des impôts, en termes de réduction des dépenses publiques. On me pose beaucoup la question encore une fois pour dire qu'est-ce que vous faites? Ben voilà, baisse des impôts pour tous, CSG, impôt sur la production pour les entreprises, réduction du coût du travail en réduisant les charges, donc augmentation des salaires nets, réduction bien sûr des dépenses publiques, notamment les dépenses de fonctionnement, lutte contre la fraude fiscale et sociale, et là ça permettra également, de récupérer quelques milliards d'euros. Donc tout ça, ça veut dire qu'on peut baisser les impôts et réduire le déficit public, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été décidé. Donc les prochains mois vont être particulièrement compliqués pour l'économie française. Donc bon courage toutes et à tous. Il faut s'armer de patience, s'armer de courage. On finira par s'en sortir. Et encore une fois, ne l'oublions pas, les crises sont forcément des phases d'opportunité. Donc voilà, il faut, je dirais encore une fois, rester fort. Et c'est vrai, espérer, parce que l'espoir fait vivre, que demain nous pourrons enfin prendre les bonnes mesures pour notre France, parce qu'elle le mérite, parce que vous le méritez tous. Merci encore donc pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos pouces vers le haut, pour vos abonnements premium également. Vous êtes vraiment formidables. Je vous annonce que j'ai un nouveau site en train de créer, puisque acdefi.com a été un petit peu attaqué. Voilà. D'où ça vient, je ne sais pas trop. Mais bon, en tout cas, donc, on a essayé de le refaire, mais c'était trop compliqué. Donc, nous avons créé un nouveau site qui s'appelle marctoiti.com, donc qui commence déjà, c'est la version bêta qui est en ligne. Donc, vous pouvez m'envoyer vos messages au travers de marctoiti.com. Voilà, oui, ça continue, mais on est toujours là, on résiste. Merci beaucoup, bonne continuation et portez-vous bien. Et j'espère que ça ira mieux, mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Allez, merci encore, à très bientôt.